La rentrée inaugurale de l'excellence universitaire africaine s'est tenue en marge de la conférence sur les matières premières et l'émergence animée par l'historien et économiste libéral français Philippe Chalmin, spécialiste des marchés des matières premières, qui a saisi l'occasion pour présenter le dernier rapport du Cyclope 2018. Malgré tout, le rapport Cyclope donc, est publié au mois d'avril. Depuis quelques mois se sont passés et c'est vrai que de la jubilation, nous sommes quand même un peu passés dans certains domaines à la folie. Et il est exact que à l'heure actuelle, nous avons et nous vivons un certain nombre de tensions géopolitiques dont, vous allez le voir, les marchés de matières premières sont souvent l'un des champs clos, sont souvent la partie émergée de l'iceberg de toutes ces tensions. Ceci est d'autant plus important que l'Afrique reste quand même un lieu important pour les marchés des matières premières. Les matières premières sont souvent plus importantes pour l'Afrique que l'Afrique ne l'a été pour les marchés. C'est quand même un peu en train d'évoluer. Et il faut rappeler que le Sénégal est en train d'ouvrir une porte, est en train de connaître des potentialités non négligeables avec le développement de l'exploitation d'hydrocarbures qui représente, au-delà même des horizons du plan Sénégal émergent, qui représente un véritable défi. Et moi je fais le pari quelque part que le Sénégal sera capable d'inverser ce qui est une malheureuse constante de l'histoire, ce que nous appelons la malédiction des matières premières et qui, il faut bien le reconnaître, a plongé, vous allez le voir, un certain nombre de pays dans la tourmente. Moment ô combien important d'échanges entre sachants et apprenants, la rentrée inaugurale de l'excellence universitaire africaine a été suivie par d'éminentes personnalités du monde économique, politique, social, religieux, diplomatique et universitaire, venus répondre à l'invitation du Dr Cheikh Kanté, président de l'excellence universitaire africaine. Dans son propos introductif, le Dr Cheikh Kanté a fait l'historique du projet de création de cet établissement d'excellence, participant à la volonté du président Macky Sall de doter le Sénégal d'un capital humain à l'avant-garde des mutations de notre économie, placé sur la rampe de l'émergence. L'excellence universitaire africaine est un outil de développement au service de l'Afrique, avec des programmes extrêmement pointus, en cohérence avec les normes, les standards internationaux. Elle a pour vocation fondamentale de valoriser le capital humain africain à travers des apprentissages, à travers des formations pointues pour aider nos jeunes à ne plus prendre des pirogues et mourir à travers des vagues, ou tout simplement à aller s'égliser au Canada, en France. Parce que ce sont ces programmes-là qu'on a délocalisés ici à un coût extrêmement moindre et adapté au curricula de l'environnement de la respiration économique africaine et sénégalaise. Parce qu'ils oublient souvent qu'il y a un décalage temporel, conceptuel, entre ce qu'ils apprennent en Europe ou en Amérique du Nord et l'environnement africain. C'est pourquoi d'ailleurs, une des réformes assez fondamentales dans le cadre du plan Sénégal émergent, c'est l'adaptation des curricula à notre respiration économique. Sur les 396 curricula, 253 ont déjà été adaptés à la respiration de l'économie sénégalaise, voire l'économie africaine. Aujourd'hui, je voudrais dire aux jeunes gens qui ont choisi de se former ici que vous avez pris une très bonne décision. C'est-à-dire, c'est votre propre valeur intellectuelle que vous allez accroître. Votre employabilité. Parce que le XXIe siècle, assez déterminant. D'abord, la mondialisation qui
s'accroît au quotidien. Deuxièmement, l'innovation. L'innovation, quand même, qui est une théorie de Schumpeter, si on regarde bien, qui est la sève nourricière de toutes les transformations qui s'opèrent dans le monde et qui influencent aussi les facteurs de compétitivité. Si on prend déjà en entreprise ou bien dans les nations les facteurs clés du succès les plus importants, à chaque phase, je vais me rappeler un peu au niveau, par exemple, des cycles de vie, la naissance, la croissance, la maturité, au déclin, à chaque niveau, vous retrouverez cette philosophie de transformation influencée par la théorie de Schumpeter. L'innovation, la création destructrice. Et à chaque phase, il faut tout le temps adapter une stratégie. Donc, vous avez choisi l'excellence du XXIe siècle, qui est un siècle du savoir-faire et du savoir-être. C'est le défi que vous devez relever pour hisser l'Afrique dans le concert des nations qui battent au rythme de la mondialisation. Le problème de l'Afrique, en effet, ce ne sont pas les matières premières. Nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure. Le vrai problème de l'Afrique, c'est le problème du capital humain. Parce que l'Afrique est riche de ses matières premières, mais elle tarde en effet à se développer. Donc, à travers les trois pôles de l'Université de l'excellence, pôle business school, pôle ingénierie, pôle pépinière d'entreprise, vous avez là, sur place, à Dakar, ce que vous devriez pouvoir chercher aux États-Unis d'Amérique, en France ou au Canada. Et à un coût moindre. C'est ça la particularité de l'Université de l'excellence. Vous avez aujourd'hui les meilleurs professeurs en Europe qui sont là, à votre disposition. Donc je vous encourage à vous prendre vous-même au sérieux, jeunes étudiants, parce que vous êtes l'avenir du Sénégal, vous êtes l'avenir de l'Afrique. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je vous dirai quel peuple tu seras. Le docteur Cheikh Kanté a réuni autour de lui le professeur Ibrahima Thioub, historien et universitaire sénégalais, recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui a eu la charge de faire la leçon inaugurale aux étudiants de la cohorte 2018-2019. Le professeur Jean-François Casta de l'université Paris-Dauphine, professeur des universités, officiant au niveau de l'excellence universitaire africaine, le maître de conférences en sciences de gestion, François Pantin de l'université d'Angers, et le directeur de l'excellence universitaire africaine, M. Racine Guène. La tenue de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, CNAES, en 2013, a permis au sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche d'opérer une mutation en profondeur dans ses fondements. Ces transformations, remarquées et reconnues par toutes les composantes du système, ont impacté aussi bien le secteur public que celui privé de l'enseignement supérieur. Les effets immédiats, pour le privé notamment, qui constitue notre centre d'intérêt en cette séance solennelle, peuvent être notés du côté de l'accès en particulier. En effet, selon les statistiques du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, les effectifs d'étudiants dans le privé croissent régulièrement depuis plus de 4 ans à un rythme exponentiel. À ce titre, les projections estiment que l'effectif d'étudiants dans le privé atteindra 40% du total des étudiants à l'horizon 2020. Cette évolution nécessite une refondation du rapport entre les structures publiques et celles privées qui n'ont pas exploité l'entièreté de leur potentiel du fait de l'absence d'un cadre normatif clair et partagé. Il résulte de cette situation des écueils non négligeables, dont la faible intégration des systèmes de formation, la mise en œuvre partielle du système LMD, la mobilité réduite des personnels enseignants, la reconnaissance et l'accréditation des diplômes dans une moindre mesure.
j'axerai mon intervention autour des esquisses de réponse aux questions suivantes. Comment se présente l'état actuel des lieux dans l'enseignement supérieur sénégalais en rapport avec le sujet? Comment les enjeux ainsi induits par la mise en œuvre de la réforme peuvent-ils nous conduire vers de nouveaux horizons dans le champ du PSE, Monsieur le ministre? Comment bâtir un partenariat efficient, public-privé, dans le cadre des réformes en cours? Nous allons regarder un peu la cartographie et la dynamique générale dans l'enseignement supérieur sénégalais en faisant l'état des lieux. Et pour ce faire, comme nous l'avons énoncé ci-avant, le sous-secteur a connu des mutations profondes depuis 2013. L'un des aspects les plus marquants de cette transformation est l'élargissement de la carte universitaire. Ainsi, entre 2012 et 2018, le Sénégal est passé de 5 universités publiques à 8, dont 2 en construction. Et l'Université virtuelle du Sénégal, qui a la particularité d'être le seul établissement public d'enseignement supérieur présent sur l'ensemble du territoire national, grâce à ses zénons, les espaces numériques ouverts. Ce qui fait que l'enseignement supérieur public, longtemps cantonné dans les 5 régions de la façade atlantique du pays, est aujourd'hui présent dans 12 des 14 régions administratives. Plus de 4 tours d'horloge revisitant les thèses et théories économiques les plus pointues ont fini de convaincre l'assistance du bien fondé de la connaissance. Ces messieurs sont de ceux qui savent. Le docteur Cheikh Kanté ne manquera pas l'occasion de magnifier la trajectoire du modèle économique sénégalais inspiré par la vision de son Excellence, le président Macky Sall, qui est celle de bâtir un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous, à travers le plan Sénégal émergent. Ainsi, il est largement revenu sur ce modèle de développement qui a permis au Sénégal de réaliser des bons qualitatifs et aux Sénégalais d'améliorer sensiblement leur niveau de vie. Il y a un étudiant qui me posait la question tout à l'heure, pourtant qui est proche de moi, il travaille avec moi. Dans le plan Sénégal émergent, il m'a posé la question tout à l'heure, est-ce que le Sénégal est en voie d'émergence? Ça me faisait réfléchir tout à l'heure, mais je lui réponds oui. Oui, oui et oui, le Sénégal est sur les rampes de l'émergence. Pourquoi? Philippe a défini tout à l'heure. Attention, il n'y a pas de définition de l'émergence dans les annales de la Banque mondiale, encore moins du Fonds monétaire. Il n'y a pas non plus de martingale idéal. Vous avez campé l'horizon temporel sur la définition de Goldman Sachs. Je rappelle que Goldman Sachs est une grande banque qui, à un moment donné, a essayé de réfléchir dans quelle zone géographique on peut placer de l'argent et avoir un délai de récupération rapide sans problème. Ils ont identifié 5 postulats. Le premier critère population, pas moins de 100 millions. Deuxième critère de la transformation structurelle, avec ces 3 agrégats. Troisième critère d'urbanisation. Quatrième critère d'infrastructure. Et cinquième critère de la sûreté, la sécurité, la stabilité et la bonne gouvernance. C'est ce qui a permis de définir les BRICS. Un enchevêtrement d'histoire très compliqué entre pays qui ne se ressemblent pas du tout en termes d'itinéraire. Cela ramène à dire que l'émergence en tant que telle, qui fait couler beaucoup d'encre chez les économistes, nécessite des fois de creuser une réflexion historique. Nous en parlions tout à l'heure devant notre honorable professeur d'histoire, professeur Thioub. En comptant l'histoire de l'émergence, j'ai voulu commencer par 16 siècles avant Jésus-Christ. J'ai dit que ça allait être long. Finalement, j'ai dit que j'allais commencer par
les pays qui ont émergé après le déclin de l'Empire romain. Ça m'a fait penser à Venise, Gênes, les Flandres, la France de Colbert, l'Allemagne, la France de Colbert par ricochet, d'une continuité jusqu'aux 30 glorieuses années théorisées par Jean-Jacques Carré, Dubois, Edmond Baliveau à travers le facteur résiduel. Mais si réellement l'émergence est un choc, il faut aller quand même en 1769 avec l'Angleterre, la première puissance qui s'est industrialisée. Après, vous en êtes venu à compter l'histoire des 4 pays émergents durant les décennies des grandes expositions, c'est ça? Les États-Unis, le Japon avec l'ère de Meiji, l'Argentine, l'Union soviétique, la Russie. Quelques années après, il a fallu tenir compte des croissances exceptionnelles de quelques cailloux de la colonisation qui sont Hong Kong, Taïwan et Singapour, qui ont été une identité assez remarquable. C'est à partir de ce moment que le terme a connu un grand succès. On vient aux BRIC, mais auparavant, j'allais l'oublier, il y a 3 types de pays qui structuraient l'Assemblée générale des Nations unies au départ. Je parle peut-être sous le contrôle du ministre des Affaires étrangères. Les pays développés à économie de marché, les pays à économie centralement planifiée et les pays en voie de développement. Économie développée à économie de marché, c'était le bloc de l'Occident, de l'OCDE, dont le développement avait commencé vers le 19e siècle. Économie de marché, les pays communistes, divisés entre l'obédience de Moscou, qui a disparu en 1990, quelques chapelles dissidentes vouées à la disparition, comme la Yougoslavie, des désastres comme Cuba et la Corée du Nord, et enfin la prospérité, on va parler de la Chine. Il y avait donc un Est et un Ouest, et finalement un Sud théorisé par Alfred de Soudy, qui regroupait un peu dans le même carcan les jeunes États indépendants qui s'étaient réunis à Bandung en 1955. Professeur, c'est ça. D'ailleurs, 40 ans après, la terminologie a changé parce qu'on parlait de pays en voie de développement pour être beaucoup plus poli par rapport à ces pays-là, éradiquer le terme pays sous-développés. 40 ans après, on parle de pays moins avancés, pour ne pas dire les pays les plus reculés. C'est un peu ça l'histoire temporelle de l'émergence. Mais le plus important dans les cycles d'émergence, c'est évidemment la croissance. La typologie de la croissance. Pour être émergent, il faut noter qu'il faut avoir un taux de croissance élevé. Plus élevé que les croissances antérieures. Un taux de croissance supérieur au taux de croissance démocratique. Un taux de croissance supérieur à la moyenne des pays élevés et un taux de croissance supérieur à la moyenne mondiale. Alors, analysez sous cet angle, M. Mbengue, je vous dis que le Sénégal est en voie d'émergence parce que nous avons accumulé cycliquement des taux de croissance qui répondent à ces critères de classement. Mais notre croissance est un peu particulière. Parce que dans les théories économiques, il y a 2 types de croissance. Une croissance forte avec des inégalités fortes. Ou une croissance moyenne avec des inégalités moyennes. Le paradoxe sénégalais, c'est que notre économie est en train de croître d'une croissance forte, mais concomitamment en diminuant, en réduisant d'une manière spectaculaire le niveau de pauvreté. Et à travers des programmes adaptés, labellisés même, parce que le PIDC a reçu un prix aux Nations Unies. Et la première chose que j'ai eu à faire quand je suis arrivé au niveau du plan Sénégal émergent,
c'est de faire une enquête de perception. Demandez aux Sénégalais, entre 2012 et 2017, avez-vous ressenti une amélioration dans votre qualité de vie? Si oui, pourquoi? Sinon, dites pourquoi. Sur un échantillonnage très représentatif de 7649 personnes dans les régions. Le résultat, c'est que la majeure partie des Sénégalais, les statistiques sont là, ceux qui sont curieux pour me demander la banque de données, je peux leur donner ça gratuitement, la majeure partie des Sénégalais disent qu'ils ont senti une amélioration de leur qualité de vie à cause du plan Sénégal émergent. C'est indéniable. Philippe, dans ce document, je disais que je n'aimais pas tellement les critères d'analyse classiques qu'on retient, tels que le PIB. Parce que le PIB est infime de quelque chose. Un indicateur qui n'arrive pas à capter 40 ou 50% d'une richesse, ça veut dire que cet indicateur-là est déjà infime de quelque chose. Je peux en dire autant sur l'indice de développement humain. C'est pourquoi quand j'ai utilisé le coefficient de Gini, qui permet de mesurer la distribution de la richesse d'un pays appliqué dans une population spécifique, le Sénégal sort de la tête de l'eau à cause de ce programme. Alors, aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui reste à faire est beaucoup plus important que ce que nous avons déjà accompli. Vous avez donné l'exemple de Mao. L'émergence, c'est une capitalisation de cycle de croissance en gérant les chocs exogènes et les chocs endogènes. Nous en sommes à la 4e année. L'excellence universitaire africaine a saisi l'occasion pour renforcer son offre de formation avec la signature du protocole qui le lie à l'université d'Angers. L'historien économiste Philippe Chalmin, décrit comme le meilleur par son père, le docteur Cheikh Kanté, a revisité les grands bouleversements du monde et projeté les tendances des marchés des matières premières. Un moment qui a permis à l'assistance de prendre connaissance de la publication annuelle consacrée depuis 1986 au monde des matières premières, le rapport Cyclope. Le docteur Cheikh Kanté, rejoignant le brillant exposé de M. Chalmin, s'est réjoui des perspectives économiques du Sénégal, déjà confortées par la croissance soutenue, forte et inclusive. Le professeur Kassé, dont le docteur Cheikh Kanté se réclame comme disciple, a tenu à saluer les différents intervenants avant, à son tour, de nous entretenir sur les différents modèles et acteurs économiques qui régissent le monde. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Système de la gouvernance mondiale. Les formes de régulation changent. Et je comprends parfaitement. Aujourd'hui, le fait que le monde n'est pas géré. Il peut, comme vous le dites, avec un peu de pessimisme dans votre propos vers la fin, nous ne sommes pas à l'abri d'un clash. Ce que Trump est en train de faire, mais c'est de vieilles recettes qu'on connaît très bien. Si effectivement on s'attaque à peu près aux accords multilatéraux qui ont été difficilement négociés, s'ils disparaissent, bien entendu, nous allons avoir des situations, des conflits absolument ingérables à tous les niveaux. Et peut-être que nous paierons ces conflits-là encore plus cher que les autres. Alors il y a donc sans doute des problèmes sur lesquels nous aurions pu effectivement peut-être discuter et apporter des contributions mutuellement intéressantes pour les uns et les autres. Je vous remercie. La rentrée inaugurale de l'excellence universitaire africaine a, pour les étudiants, balisé le chemin du savoir et prouvé le niveau auquel sera soumis étudiants et professeurs durant cette année académique 2018 et 2019.